Je n'ai jamais pensé que le jour viendrait où je devrais écrire ceci pour mettre de l'ordre dans mes pensées, mais je suppose que l'écriture est la seule forme de preuve qu'ils ne peuvent pas manipuler avec des larmes ou des cris. Je suis Daniel, j'ai 32 ans et je travaille comme avocat dans un prestigieux cabinet d'avocats de la ville. Mon travail consiste à analyser les risques, à prévoir les désastres et à protéger les intérêts de mes clients contre les fraudes et les mauvaises décisions. Je suis bon dans ce que je fais parce que j'ai appris à lire les intentions cachées des gens bien avant de mettre les pieds dans une faculté de droit. Je l'ai appris à la table de la cuisine de mon enfance, en observant mon père Pablo et en mesurant la tension sur ses épaules pour savoir si ce soir-là nous dînerions en paix ou si je devrais cacher ma mère dans la salle de bain. Au cours des 5 dernières années, ma vie avait atteint une paix que je croyais impossible. Je me suis fiancé à ma compagne Perla, une femme extraordinaire qui connaît mes cicatrices mais ne les laisse pas me définir, et j'ai atteint une stabilité économique enviable. Je gagnais assez pour vivre confortablement et, le plus important, pour entretenir Andrea. Depuis que j'ai réussi à sortir Andrea de cette maison il y a 7 ans, je lui ai tout payé. Le loyer d'un appartement décent dans un quartier sûr, ses factures médicales, sa nourriture et même ses caprices. Je lui donnais une mensualité de $2000 pour qu'elle n'ait à s'inquiéter de rien. Pour moi, cet argent n'était pas un fardeau, c'était le prix de sa liberté et par extension de ma tranquillité. Tant qu'elle était loin de mon père Pablo, je pouvais respirer, je pouvais dormir sans sursaut, mais le mal est patient et la codépendance est une maladie qui ne se guérit pas simplement en changeant d'adresse postale. Tout a commencé il y a 3 mois, un samedi ordinaire. J'étais dans mon bureau en train de réviser un contrat de fusion quand j'ai vu le nom de ma mère sur l'écran du téléphone. J'ai répondu sans méfiance. Allô, maman, tout va bien. Allô, Dani. Sa voix avait ce ton aigu et vibrant, un mélange de nervosité et d'une joie artificielle qui m'a hérissé les poils instantanément. Oui, tout est merveilleux. Tu es très occupé. Il faut que tu viennes dîner vendredi prochain. J'ai une surprise. Une surprise? Ai-je demandé en enlevant mes lunettes et en me frottant l'arête du nez. Maman, tu sais que je déteste les surprises. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ne sois pas comme ça, mon fils. C'est quelque chose de bien, vraiment. J'ai suivi une thérapie de groupe, tu sais, et je sens que j'ai beaucoup progressé. Je veux le partager avec toi. S'il te plaît, viens, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Cette phrase a été l'une de mes plus grandes faiblesses, mais j'ai accepté. Comment allais-je imaginer que la surprise était l'architecte de mes cauchemars? Je suis arrivé à son appartement le vendredi à 8 heures précises. J'apportais une bouteille de vin et des fleurs en pensant que nous célébrerions une de ses avancées personnelles, mais dès que l'ascenseur s'est ouvert à son étage, l'odeur n'était pas une odeur physique mais une atmosphère. L'air semblait lourd. Chargé de cette électricité statique qui précède un orage et cela m'a mis en alerte. J'ai sonné. Andrea a ouvert presque immédiatement. Elle portait une nouvelle robe que je ne lui avais pas vue, les cheveux coiffés et du maquillage, quelque chose qu'elle utilisait rarement dernièrement. Mais ses yeux ne souriaient pas. Ses yeux scannaient mon visage avec peur, cherchant ma réaction avant même que quoi que ce soit ne se produise. Dani, chérie, entre, a-t-elle dit en me donnant un baiser rapide sur la joue. Ses mains tremblaient. Tu es très belle, maman, ai-je dit en entrant avec prudence. Quelle est l'occasion? C'est alors que je l'ai vu, assis dans le fauteuil que je lui avais acheté l'année dernière, un verre de mon whisky à la main. Il était là, Pablo, mon père, l'homme qui m'a un jour cassé 2 côtes parce qu'il n'aimait pas la façon dont je le regardais. L'homme qui a traîné ma mère par les cheveux dans le couloir parce que le dîner était froid, l'homme qui m'a dit que je ne serais jamais rien, que j'étais une perte d'espace. Il avait vieilli. Ses cheveux étaient plus gris et il avait perdu du poids, ce qui rendait ses traits plus acérés, plus faucons. Mais le sourire était le même. Ce sourire de prédateur qui sait que la cage est ouverte. Salut, mon fils. A-t-il dit sans se lever. Sa voix était douce, cette douceur trompeuse qu'il utilisait en public. Ça fait longtemps. J'ai eu l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. L'instinct de combat ou de fuite s'est activé avec une telle violence que j'ai dû poser la bouteille de vin sur la table de l'entrée pour ne pas la briser de mes propres mains. Ma vision s'est réduite à un tunnel. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ma voix est sortie gutturale. Méconnaissable. Je ne l'ai pas regardé lui, j'ai regardé Andrea. Elle s'est interposée entre nous, joignant les mains dans un geste de supplication. Daniel, s'il te plaît, écoute. Ne te fâche pas,
Écoute seulement. Je t'ai demandé ce qu'il fait ici dans l'appartement que je paie. Ai-je répété, sentant comment la colère froide, celle que j'utilise au tribunal, commençait à remplacer la panique. Ton père a changé, Danny, a-t-elle dit, lâchant les mots rapidement, comme si elle craignait que je ne m'enfuis. Il a suivi un programme, il a arrêté de boire, il a trouvé Dieu, il est venu demander pardon pour tout ce qu'il a fait. Pardon. J'ai laissé échapper un rire sec, sans humour. Il est venu demander pardon ou il est venu parce qu'il n'a plus d'argent et que sa dernière victime l'a mis dehors. Daniel, s'est exclamé Pablo en se levant enfin, il portait un pull bon marché qui tentait de lui donner un air de grand-père inoffensif. Je comprends ta rancœur. Tu y as droit. J'ai été un homme terrible, un monstre. Je ne le nie pas, mais j'ai passé les 2 dernières années en désintoxication. Je suis sobre. Je suis un homme nouveau. Je veux juste une chance de connaître l'homme que tu es devenu. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Ces mots, dits par n'importe quel autre père, auraient été les mots les plus attendus par beaucoup, mais dits par lui, ils sonnaient comme une insulte. C'était une tactique, un coup d'échec dans son jeu. Ta fierté ne m'intéresse pas, lui ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. J'ai soutenu son regard jusqu'à ce qu'il cligne des yeux. Je pouvais encore l'intimider. Je n'étais plus le garçon de 12 ans tremblant sous le lit. Et ton changement ne m'intéresse pas. Mon fils. S'il te plaît. Andrea m'a pris par le bras. Je me suis dégagé brusquement et j'ai vu la douleur sur son visage, mais à ce moment-là, sa douleur me semblait une trahison. C'est ton père. Tout le monde mérite une seconde chance. La Bible dit, ne me cite pas la Bible, maman, les yeux coupés. Pas quand il utilisait cette même Bible pour justifier chaque coup qu'il me donnait. Le silence qui a suivi était dense. Pablo a soupiré, un son théâtral de résignation. Andrea, je t'avais dit que c'était trop tôt. Il n'est pas prêt, a dit Pablo en adoptant le rôle de la victime incomprise. Je vais partir. Je ne veux pas causer de problème. C'était une performance de maître. Il savait exactement sur quel bouton appuyer. En disant qu'il partait, il forçait Andrea à le retenir. Non, Pablo, ne pars pas, a-t-elle supplié, puis elle s'est tournée vers moi avec une dureté que je ne lui avais pas vue depuis des années. Daniel, c'est ma maison. Et je décide qui j'invite. Ton père va rester dîner. Si tu ne peux pas te comporter comme un adulte et accepter que les gens peuvent se racheter, alors c'est peut-être toi qui devrais partir. Je suis resté glacé. Ma mère, la femme que j'ai sortie de l'enfer, la femme dont j'ai séché les larmes pendant des décennies, la femme pour qui j'ai travaillé 80 heures par semaine pour lui donner une vie digne. Elle me mettait dehors pour protéger celui qui nous a fait tant de mal pendant des années. J'ai regardé autour de l'appartement, les meubles que j'avais payés, les photos dans les cadres que j'avais achetés, la nourriture dans le réfrigérateur qui avait été achetée avec mon argent et puis je l'ai regardée, elle, petite et provocante, debout à côté de l'homme qui lui avait volé sa jeunesse. Tu as raison, ai-je dit avec un calme qui m'a effrayé moi-même. C'est ta maison, tu décides. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Danny, a-t-elle crié quand elle a réalisé mon changement et que ma main a touché la poignée de la porte. Ne pars pas comme ça. Si tu franchis cette porte, tu vas me briser le cœur. Tu as déjà brisé le mien en le laissant entrer, ai-je répondu sans me retourner. Bonne nuit. Je suis descendu par l'ascenseur en sentant que l'air me manquait. Quand je suis arrivé à ma voiture, je me suis assis et j'ai tremblé pendant 10 minutes. Ce n'était pas de la peur, c'était un mélange de fureur et d'une tristesse profonde et ancienne. J'ai appelé Perla. Amour, que s'est-il passé, a-t-elle demandé instantanément, remarquant ma respiration. Il est revenu, ai-je dit, Pablo, mon père est revenu et elle l'a écouté. Les semaines suivantes ont été une guerre d'usure. Andrea n'arrêtait pas d'appeler, elle laissait des messages vocaux qui oscillaient entre les pleurs inconsolables. Tu me manques, mon fils. Ne sois pas cruel. La culpabilité. Ton père est très malade. Il a des problèmes de cœur. Le stress va le tuer et ce sera ta faute. Et le déni absolu. Nous avons eu un dîner magnifique. J'aurais aimé que tu sois là. C'est un homme complètement nouveau et si doux maintenant. Je ne répondais pas. Je devais penser comme un avocat. Je devais évaluer les preuves et penser avec la tête froide et ne pas exploser comme je l'ai fait chez ma mère.
Était-il possible qu'il ait changé? Les gens changent, n'est-ce pas? C'est ce que disent les optimistes. Mais dans mon expérience professionnelle et personnelle, les schémas de comportement enracinés pendant 50 ans ne disparaissent pas avec quelques années de sobriété et quelques prières. L'abus est une mentalité, une façon de voir le monde où les autres sont des objets à contrôler. J'ai décidé d'enquêter. Je n'allais pas baser ma décision sur l'espoir aveugle de ma mère. J'ai engagé un détective privé, un ancien policier avec qui je travaillais fréquemment au cabinet. Je lui ai demandé de chercher tout sur les 5 dernières années de Pablo. Le rapport est arrivé 3 jours plus tard. C'était un dossier épais avec toutes les données de l'enquête. Je me suis assis dans mon bureau avec une tasse de café noir et j'ai commencé à lire. Il n'avait pas trouvé Dieu. Il avait trouvé une autre femme dans l'état voisin, une veuve avec une pension décente. Ils avaient vécu ensemble jusqu'à il y a 4 mois. Il y avait des plaintes à la police pour des altercations domestiques, bien qu'aucune n'ait abouti à un procès parce que la femme retirait les accusations. Le schéma était identique. Lune de miel, contrôle, isolement, explosion, pardon, répétition. La femme a finalement eu le courage ou l'aide de sa famille pour le mettre dehors. Il s'est retrouvé sans maison et sans source de revenus et alors, miraculeusement, il s'est souvenu qu'il avait une femme et un fils en ville. Sa réhabilitation avait été une exigence judiciaire de 2 semaines pour conduite en état d'ivresse, pas une épiphanie spirituelle de 2 ans. Il était ruiné, il avait des dettes de jeu et d'autres choses pour une valeur de 15 000 $. Pablo n'était pas revenu par amour, il était revenu comme un parasite qui avait besoin d'un nouvel hôte, à qui tout sucer. Et ma mère, avec son appartement payé et son fils avocat, était la victime parfaite. Avec le rapport en main, j'ai ressenti une clarté froide. J'avais la vérité. Maintenant, je devais la présenter au jury, ma mère. J'ai naïvement pensé que les faits la libéreraient. J'ai pensé que si je lui montrais les papiers, les plaintes, les dettes, elle verrait la réalité. Je l'ai appelée. Maman, j'ai besoin de te voir seule. C'est urgent. Vas-tu demander pardon à ton père, a-t-elle demandé avec espoir. Je vais te montrer quelque chose que tu as besoin de voir. On se voit au café près de chez toi dans une demi-heure. Ne le lui dis pas. Elle est arrivée nerveuse, regardant de tous les côtés. Nous nous sommes assis et j'ai commandé du café. Sans préambule, j'ai fait glisser l'enveloppe Kraft sur la table. Lila. Elle l'a ouverte avec des mains tremblantes. Elle a vu les photos de l'autre femme. Elle a lu les rapports de police. Elle a vu les dettes. J'ai vu son visage pâlir. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais gagné. J'ai cru que la logique avait prévalu. Elle a fermé le dossier lentement. Pourquoi tu me fais ça? Daniel, a-t-elle murmuré. Je suis resté stupéfait. Maman, je te protège. Il te ment. Il n'a pas changé. Il ne cherche que notre argent et un toit. Regarde les dates. Ils l'ont mis dehors de cette maison il y a 1 mois. C'est pour ça qu'il est venu te voir. Tu as toujours été si froid, a-t-elle dit et son ton a changé. Elle a cessé d'être la victime pour devenir la défenseur. Toujours en train de juger, toujours à chercher le mal. Je cherche la vérité. Là, il est dit qu'il a frappé cette femme. C'est ce qu'elle dit, s'est exclamé Andrea en tapant doucement sur la table. Nous ne connaissons pas sa version. Peut-être qu'elle était folle. Peut-être qu'elle l'a provoqué. Pablo m'a dit qu'il a eu une relation difficile, qu'elle était obsessionnelle. Il a été honnête avec moi. Daniel m'a dit qu'il a commis des erreurs. Il t'a dit qu'il doit 1 000 $ à des prêteurs. Il a des problèmes financiers. Oui. Le monde a été cruel avec lui, mais nous sommes sa famille. Nous devons le soutenir. Non, je ne suis pas sa famille. Je suis sa victime qui s'est échappée. Et toi, tu choisis de retourner dans cette cage. Elle m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. C'était un mélange de pitié et de supériorité morale. L'amour, c'est le pardon. Daniel. Tu ne comprends pas ça parce que ton cœur est plein de haine. Ton père essaie de s'améliorer et je vais l'aider. Il a emménagé avec moi dans l'appartement. Il a besoin de stabilité et d'un endroit pour guérir. J'ai senti un bourdonnement dans mes oreilles. Il a emménagé. Ai-je demandé très lentement. Dans l'appartement qui est à mon nom,
dans l'appartement que je paie chaque mois. C'est ma maison. Daniel, tu me l'as donné. Je te l'ai donné pour que tu vives en sécurité, pas pour que tu héberges un agresseur. Ne l'appelle pas comme ça. C'est ton père. Et si tu vas utiliser l'argent pour me contrôler, alors tu es comme lui. Cette phrase a été le coup de grâce. Me comparer à moi. L'homme qui avait pris soin d'elle avec l'homme qui l'avait battue. L'ironie était si toxique qu'elle a failli m'étouffer. Je me suis levé, j'ai ajusté ma cravate, j'ai mis la veste de mon costume, je suis redevenu l'avocat. Le fil était mort à cette table de café. Très bien, Andrea, ai-je dit. Je ne pouvais plus l'appeler maman, tu as raison. Je ne vais pas utiliser l'argent pour te contrôler. Tu es une femme adulte et libre de prendre tes décisions, mais je suis aussi libre de prendre les miennes. Qu'est-ce que tu veux dire? Sa voix a un peu tremblé, remarquant le changement dans mon ton. Je veux dire qu'à partir du mois prochain, je cesserai de payer le loyer de cet appartement. Je cesserai de déposer ta pension alimentaire. J'annulerai les cartes de crédit supplémentaires que tu as à mon nom. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix a monté de volume, attirant les regards. Tu vas nous laisser à la rue. Il n'a pas de travail. Je ne peux pas travailler avec mon arthrite. Pablo est un homme nouveau, je suis sûr que Dieu lui fournira un emploi. Ou il peut utiliser son charme pour trouver une autre veuve. Tu as 30 jours pour quitter l'appartement ou reprendre le bail toi-même. Tu es un monstre, a-t-elle crié en se levant. Tu es un mauvais fils. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu as fait ce que tu pouvais, je suppose, mais je ne vais pas financer ma propre destruction, ni la tienne. Je ne vais pas payer pour qu'il ait un endroit confortable pour te frapper quand sa phase de lune de miel sera passée, parce qu'il le fera Andrea, et quand il le fera, ne m'appelle pas. Je suis sorti du café pendant qu'elle pleurait et criait des insultes dans mon dos. Je me sentais malade, avec envie de vomir, mais mes pas étaient fermes. Je savais que ce qui allait arriver serait pire. Je savais que Pablo ne resterait pas les bras croisés. En voyant sa mine d'or se fermer. Les 30 jours suivants ont été un enfer calculé. Pablo a d'abord essayé de me contacter, non pas avec des cris, mais avec une lettre manuscrite à la calligraphie tremblante laissée à la réception de mon immeuble de bureau. Dans celle-ci, il faisait appel à mon honneur d'homme. Il disait qu'il comprenait ma rage, mais que punir ma mère était bas. Il me proposait un marché. Il partirait si je continuais à entretenir Andrea. C'était un piège évident. Si j'acceptais, il resterait simplement en secret, vivant de mon argent pendant que je ferais semblant de l'ignorer. Ou pire, il utiliserait ça pour prouver à Andrea que j'étais l'irrationnel, que je voulais seulement les séparer. Je n'ai pas répondu. Puis sont venues les menaces légales. Pablo, dans son délire, a convaincu Andrea qu'ils avaient des droits de locataires précaires ou une autre bêtise qu'ils auraient lue sur Internet. J'ai reçu un courriel d'un avocat commis d'office mal rédigé exigeant une prolongation du délai ou une indemnité d'expulsion. Je leur ai répondu avec le contrat de location original. Le titulaire, c'était moi. Andrea figurait seulement comme occupante autorisée et le contrat avait une clause claire sur la sous-location ou les invités à long terme non autorisés. En tant qu'avocat, je m'étais assuré de me protéger des années auparavant, non pas contre ma mère, mais contre toute éventualité. La loi était de mon côté. Je leur ai notifié formellement que le contrat prenait fin et qu'il ne serait pas renouvelé. Le 29e jour, mon téléphone a sonné à 3 heures du matin. C'était Andrea. Daniel, c'est Daniel, s'il te plaît. Il est devenu très nerveux. Nous n'avons nulle part où aller. Vous avez les $500 que je t'ai donnés au début du mois. Ai-je dit d'une voix rauque de sommeil, mais l'esprit clair. Utilisez-les pour un motel ou un dépôt dans un endroit moins cher. Il les a dépensés, a-t-elle crié, puis elle a mis sa main sur sa bouche comme si elle avait révélé un secret d'État. Je veux dire, nous avons eu des dépenses. Daniel, s'il te plaît, juste un mois de plus. Je te promets qu'il cherchera du travail. Il les a dépensés en quoi? Andrea, alcool, ce n'était pas des médicaments et des choses pour la maison. Ne sois pas inquisiteur, Danny. J'ai peur. Il casse des choses. Il dit que c'est de ta faute. Il dit que tu nous provoques. Si tu as peur, sors de là, prends un taxi, viens chez moi, toi seul. Si tu viens seul, je t'accueille. Je te paie un hôtel, je t'aide à recommencer, mais seulement toi,
il reste dehors. Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. Je pouvais entendre sa respiration et en arrière-plan un coup sourd et la voix de Pablo murmurant des jurons. C'était le son de mon enfance. Je ne peux pas le laisser, a-t-elle finalement murmuré. Il a besoin de moi. Personne d'autre ne le comprend. Il est juste stressé à cause de toi. Si tu étais plus compréhensif, c'est ton choix, maman. Si tu nous mets à la rue, tu le regretteras. Dieu te punira. Daniel mourra seul. Je préfère mourir seul que de vivre dans la peur. Au revoir, Andrea. J'ai raccroché et pour la première fois de ma vie. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de Pablo. J'ai bloqué leur courriel. J'ai dit au concierge de mon immeuble et à la sécurité de mon bureau que si l'un des deux se présentait, d'appeler immédiatement la police. Le lendemain, ils ont quitté l'appartement. Le concierge de l'immeuble m'a appelé pour me dire qu'ils étaient partis en laissant les clés au comptoir. Je suis allé inspecter l'endroit cet après-midi-là. L'appartement était saccagé, non pas par l'usure, mais avec méchanceté. Ils avaient lacéré les coussins du canapé, ils avaient versé du vin rouge sur le tapis. Sur le mur de la chambre, quelqu'un, Pablo, sans aucun doute, avait écrit un gras, avec un marqueur noir permanent. Il manquait les téléviseurs et tout petit électroménager qui pouvait être vendu rapidement chez un prêteur sur gage. Je me tenais au milieu de ce chaos, entouré de la destruction de tout ce que j'avais essayé de construire pour elle. Et curieusement, je n'ai pas ressenti de colère, j'ai ressenti un soulagement. La dette était payée, la preuve était irréfutable. Il n'y avait plus de doute, ni de culpabilité, ni de ce qui se passerait ainsi. Ils m'avaient montré qui ils étaient. J'ai pris des photos de tout pour l'assurance et pour mes propres archives mentales. Ensuite, j'ai appelé une équipe de nettoyage et j'ai mis l'appartement en vente. Je ne voulais rien qui me lie à cet endroit. 2 ans se sont écoulés depuis. La vie sans eux a été étrangement silencieuse, mais c'est un silence de paix, pas de vide. Je me suis marié avec Perla lors d'une cérémonie intime. Je n'ai pas invité mes parents. Il y a eu un moment, alors que j'ajustais ma cravate devant le miroir, où j'ai senti le vide où ils auraient dû être. J'ai imaginé une version idéalisée de ma mère pleurant de bonheur et une version fictive de mon père me donnant une tape dans le dos, mais j'ai secoué la tête et ces fantômes ont disparu. Ma vraie famille était là, Perla, mes amis, mes collègues, les gens qui m'aimaient sans condition et sans violence. De temps en temps, j'ai des nouvelles. Le monde est petit. Il y a 6 mois, un ancien voisin m'a contacté sur Facebook. Il m'a dit qu'il les avait vus dans un quartier plus défavorisé de la ville. Il vivait dans un petit studio. Il m'a dit qu'Andrea avait l'air très maigre et vieilli et que Pablo marchait avec une canne en lui criant dessus en pleine rue parce qu'elle marchait trop lentement. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel d'un hôpital public. Andrea m'avait comme contact d'urgence sur un vieux formulaire qu'elle n'a jamais mis à jour. L'infirmière m'a dit qu'elle avait été admise avec un bras cassé et de multiples contusions. Elle a dit qu'elle était tombée dans les escaliers. M'a informé l'infirmière avec ce ton sceptique qu'ils utilisent quand ils savent la vérité. Monsieur, voulez-vous venir la voir? Elle a besoin de quelqu'un. J'ai fermé les yeux. Je pouvais la voir dans ce lit d'hôpital, petite, fragile, attendant que son fils sauveur apparaisse pour réparer le désastre, pour payer la facture, pour la ramener à la maison et écouter ses excuses sur comment Pablo ne voulait pas le faire, comment il était sous une grande pression. Si j'y allais, le cycle recommençait. Si j'y allais, je validais son choix. Si j'y allais, je redevenais l'otage. Non, ai-je dit d'une voix ferme. Je ne peux pas y aller. Et s'il vous plaît, supprimez mon numéro de vos dossiers. Je ne suis pas son contact d'urgence, mais monsieur, c'est votre mère, je sais. Et elle a pris sa décision il y a longtemps. J'ai raccroché. Je suis resté à regarder le téléphone un long moment. Ça m'a fait mal. Bien sûr que ça m'a fait mal. C'est une douleur sourde, constante, comme une vieille fracture qui dérange quand le temps change, mais c'est une douleur gérable. C'est la douleur de l'amputation qui sauve la vie face à la gangrène qui la tue. Je savais que c'était cruel et que beaucoup de gens me maudiraient et me détesteraient sûrement pour cela, mais j'ai beaucoup réfléchi à cela, à la nature de l'aide et du salut. Dans ma profession, j'essaie parfois de sauver des entreprises qui sont pourries de l'intérieur. J'injecte du capital, je restructure les dettes, je licencie les gestionnaires corrompus. Mais si le propriétaire continue de prendre les mêmes décisions toxiques, l'entreprise fait faillite.
Elle fait toujours faillite. Peu importe combien de talent ou d'argent vous jetez sur le problème. Avec les gens, c'est pareil. Nous grandissons avec cette idée romantique que l'amour peut tout, que si nous aimons assez, si nous nous sacrifions assez, nous pouvons sauver les autres de leurs démons. On nous enseigne qu'abandonner sa famille est le péché suprême. Mais personne ne nous enseigne qu'il y a des gens qui ne veulent pas être sauvés. Il y a des gens qui trouvent du réconfort dans leur propre enfer parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent. Ma mère n'est pas seulement une victime, c'est une volontaire. Son identité est si fusionnée avec celle de Pablo, avec le drame, avec le cycle d'abus et de pardon, qu'une vie de paix lui semble ennuyeuse ou pire, terrifiante. La paix exige la responsabilité. Le chaos permet la victimisation éternelle. Elle a choisi ses chaînes, elle a choisi le monstre connu plutôt que la liberté inconnue. Et j'ai dû accepter que je ne suis pas le héros de son histoire. Dans sa narration, je suis le méchant qui les a abandonnés et je peux vivre avec ça. Être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre est parfois le prix que vous payez pour être le héros de la vôtre. Vous ne pouvez pas sortir quelqu'un d'une prison s'il a la clé dans sa poche et refuse de l'utiliser. Vous ne pouvez pas nager pour deux. Si vous essayez de maintenir à flot quelqu'un qui s'accroche à une ancre, la seule chose que vous réussirez à faire est de vous noyer aussi. J'ai choisi de nager, j'ai choisi la rive, j'ai choisi de vivre et même si parfois je regarde en arrière et que je vois l'eau trouble où il continue de se battre, je sais que je ne peux plus y retourner. Plus maintenant. Alors si vous lisez ceci et que vous vous brûlez pour garder les autres au chaud, arrêtez. Regardez vos mains. Regardez les brûlures. Demandez-vous s'ils apporteraient ne serait-ce qu'un seau d'eau si c'était vous qui étiez en flammes. Et si la réponse est non, marchez vers la sortie, fermez la porte et ne regardez pas en arrière. La vie de l'autre côté est tranquille, et la tranquillité, croyez-moi, vaut plus que n'importe quel héritage, plus que n'importe quelle culpabilité et plus que n'importe quel lien du sang.